La communauté européenne demande la fermeture de nouvelles usines sidérurgiques en France et dans les autres pays de la communauté européenne. La capacité de production de la sidérurgie doit être réduite. La crise au sein de l'OLP, les partisans de Yasser Arafat en difficulté dans la plaine de la Bekaa, le chef du Fatah sur la sellette en ce moment à Tunis. Et puis les résultats du bac et la course à l'inscription dans les facultés les plus cotées. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Depuis quelques heures, un air de vacances pour plusieurs millions de Français. Juillet, c'est déjà demain et de très nombreux automobilistes se sont rués sur les routes en essayant d'éviter des bouchons spectaculaires, ceux que vous rencontrerez demain aux portes des grandes villes, surtout Paris, demain et après-demain matin. Seul soulagement dans le Gard, finalement, le comité de soutien à André Costabel, le patron du Crédit Agricole du département, incarcéré depuis une semaine pour complicité dans une affaire de banqueroute, eh bien ce comité a décidé de ne pas barrer les routes du département. Mais il n'y a pas que les bouchons qui préoccupent les responsables de la circulation. Les accidents sont devenus leur cauchemar depuis le drame de Beaune il y a un an. Un drame qui vient de connaître son premier épilogue avec l'inculpation hier du directeur de la société de transport et du chauffeur du premier car. Mais pour les parents des victimes, cela ne suffit pas. Michel Perrault. Il aura donc fallu 11 mois aux enquêteurs et au juge d'instruction Jean-François Perrin pour tenter d'établir les responsabilités dans l'accident qui avait fait 53 morts, dont 46 enfants, sur l'autoroute A6 près de Beaune le 31 juillet 82. Le propriétaire des deux cars et l'un des conducteurs ont été inculpés d'homicide et blessures involontaires. D'après le rapport des experts, il semble en effet que le chauffeur du premier des deux cars ait commis une faute d'inattention. Quant au propriétaire des deux véhicules, M. Boutas, que l'on voit ici interrogé par des journalistes de FR3 2 jours après l'accident, on lui reproche sur l'un des cars l'état défectueux du système de freinage dû à un entretien insuffisant. Alors la question de freinage, c'est vrai. Ce qui nous étonne cependant, et je dois dire ici, que tous nos véhicules, et particulièrement les véhicules de transport de voyageurs, passent au service des mines 2 fois par an, tous les 6 mois, c'est quand même quelque chose d'important, et que ces véhicules étaient en parfaite condition de circuler. Bien sûr, il a pu arriver entre la visite des mines et le moment de l'accident un petit inconvénient quelconque, mais ça, c'est le phénomène technique, si vous voulez, et je crois qu'on ne peut pas reprocher aux transporteurs d'avoir négligé une chose comme ça. On n'a plus le droit. Pour les parents qui ont perdu ici un ou plusieurs enfants, les 2 inculpations semblent insuffisantes. Je pense qu'il faut aller jusqu'au fond des choses, c'est-à-dire au service des mines, qui, en Haute-Savoie, ne sont pas équipés, premièrement, comme en région parisienne. Ils ne disposent pas de fosses, donc ils ne peuvent pas vérifier la structure du véhicule, ils ne peuvent pas voir l'étanchéité des véhicules. Tout ça, il doit y avoir un remède à tout cela. Je veux dire, les ingénieurs des mines n'ont pas une liste de contrôles à faire qu'ils font systématiquement? Non, vous savez, eux, ils se basent uniquement sur les clignotants, les stops, les feux, le croisement et de route. Puis on fait un petit circuit, c'est-à-dire on monte une petite montée. En bas, il y a un stop et vous êtes à 30 à l'heure et il faut vous arrêter au stop. À partir de là, ils pensent que votre véhicule est conforme et ils vous laissent partir. Mis en cause, les services des mines refusent pour le moment de répondre à nos questions. Depuis l'accident de Beaune, leurs contrôles sur les autocars sont à la fois plus sévères et 2 fois plus fréquents. Mais si ce centre, à Gonesse, dans la région parisienne, est bien équipé, en province, de nombreux contrôles se déroulent tout simplement en rase campagne, au bord d'une route. Par respect pour les familles des victimes, nous avons décidé de ne pas diffuser à nouveau les images de cette catastrophe qui, on peut le comprendre, sont extrêmement traumatisantes. Ces départs en vacances représentent aussi pour tous les lycéens le terme d'une année scolaire et pour ceux qui viennent de passer leur bac, le début d'une véritable course aux facultés. Je veux dire course à l'inscription dans les établissements les plus prisés parce qu'en fait, il y a de la place pour tout le monde. Mais depuis hier, depuis la réception des fameuses collantes, eh bien on se presse beaucoup dans certaines universités. En témoigne ce reportage d'Estelle Gouzy et de Daniel Maillot. Devant l'université de Paris-Dauphine, ce matin, on se pressait pour décrocher une inscription. Vous êtes arrivé à quelle heure ce matin? Je suis arrivée à 5h. Et pourquoi 5h du matin? Parce que je pensais qu'il y aurait beaucoup de monde et on nous avait dit de venir assez tôt parce qu'en général,
c'est très demandé. Paris-Dauphine, l'une des universités les plus cotées de la région parisienne. Peu de places, donc peu d'élus. Pour s'y inscrire, le baccalauréat seul ne suffit pas. Cette année encore, peut-être la dernière, la sélection par les notes est appliquée. La barre est haute, mais chacun accepte les règles du jeu, même ceux qui n'ont pas les critères. Vous êtes venu vous inscrire à Dauphine? Oui, pour essayer d'avoir une inscription. Pourquoi vous n'avez pas les critères? Non, j'ai 10,5 et il faut 12 venant de C. Vous êtes d'accord avec le système qui consiste à sélectionner? C'est normal, si la fac veut avoir un bon niveau, il fait une sélection. Il y aura bien un jour, à un moment ou un autre, il y aura une sélection. Et on prendra toujours parmi les meilleurs, donc autant nous motiver dès le début et essayer de faire son maximum. Bon, déjà le fait de supprimer les mentions l'année prochaine, je trouve que c'est monumentalement aberrant. Mais bon, il y en a encore cette année, il y a eu des sélections, jusqu'à présent ça a bien marché. Je veux dire, autant récompenser ceux qui bossent et puisque ça va leur servir plus tard. Autant leur donner un bon niveau dès maintenant. Pour ceux qui répondent parfaitement aux critères, pas de problème. Ils repartent avec un dossier d'inscription et s'ils le désirent, leur place est assurée. Pour les autres, qui tentent malgré tout leur chance, c'est l'incertitude, la déception. Vous n'avez pas les critères. Et on m'avait dit, bon, je suis passée à mon école hier, et on m'avait dit, avec votre mention bien, vous pouvez aller à Dauphine sans problème. Vous allez revenir? Non. Bah oui, il faut absolument que je rentre à Dauphine. Pourquoi Dauphine? Pourquoi Dauphine? Parce que c'est l'université qui prépare sciences économiques à Montdeuil. Il y en a d'autres? La meilleure à mon avis. Je ne veux pas aller à Paris. Hier, ça a été le gros rush, pareil, à Sorbonne. Vous n'essayerez pas une autre inscription? Peut-être, mais voilà. C'est pas Dauphine qui fait de la sélection pour le plaisir, c'est les étudiants qui sélectionnent Dauphine et c'est les entreprises qui sélectionnent les étudiants de Dauphine. Alors depuis plusieurs années, Dauphine a estimé qu'il était nécessaire pour affronter cet afflux de demandeurs de fixer des règles claires, limpides, pour sélectionner nos étudiants. Ce soir, à la fermeture des bureaux, on comptait 550 appelés, 381 élus, soit la moitié des places déjà pourvues. Pour les non sélectionnés, il restera les listes d'attente, mais sans grand espoir. Pour eux, la course aux universités continue. Et nous les retrouverons dans un prochain reportage d'Antenne de Midi. Enfin, dernière symbolique de cette fin juin, les hausses en tout genre à prévoir à partir de demain, 1er juillet. On a coutume d'appeler cela des trains. Alors en voiture avec Corinne Pertuis, les convois sont longs ce soir, vous allez le voir. Voici donc le 1er juillet et son train de mesure. Les wagons de mauvaises nouvelles d'abord. Plus 1% sur les cotisations UNEDIC, 0,60% pour les employeurs, 0,40% pour les employés. Plus 8% pour les loyers soumis à la loi de 48. Cette hausse concerne 750 000 foyers, dont la moitié à Paris. Vignette de 5% sur le tabac. Les Gauloises passent de 4 francs à 4 francs 30. Relèvement de 5,5% des prix des voitures chez Renault et Peugeot. Le 12 juillet, 5 centimes de plus pour le super, 3 centimes pour l'ordinaire. Dans le courant du mois, consommation dans les cafés et restaurants 3% plus cher. Les wagons de bonnes nouvelles ensuite. Plus 1,1% pour le SMIC, il passe à 3 794 francs par mois. Les prestations familiales sont majorées de 4%. Le salaire des fonctionnaires de 2%, leur rémunération minimum passe à 4 340 francs par mois. Une baisse, celle des médicaments, moins 1,5%. Dans le courant du mois enfin, fuel et gazole coûteront 3 centimes moins cher. Enfin, bonne et mauvaise nouvelle, tout est toujours relatif. Et puis je vous rappelle que vous n'avez plus que 3h54 pour souscrire à l'emprunt obligatoire de 10% pour ceux d'entre vous que cela concerne en tout cas. Passé ce délai de minuit, l'emprunt se transforme en impôt, donc pas de remboursement dans 3 ans. Polémique entre les pharmaciens et le ministre des Affaires sociales. Hier soir, un pharmacien s'était plaint du manque de concertation du ministère et nous disait que la baisse du prix des médicaments, moins 1,5%, amputerait son pouvoir d'achat de 10%. Faux, répond Pierre Béret-Vauvois, qui était notre invité. Des négociations ont été engagées avec la profession, celle-ci les a suspendues.
La mesure prise n'amputera pas le pouvoir d'achat des pharmaciens, elle en réduit simplement l'augmentation prévisible. Enfin, la baisse du taux de marge devra être répercutée dans les prix. Il est évident que si cette baisse n'est pas répercutée, ce serait au bénéfice du pharmacien et non de la sécurité sociale. Autre dossier en charge pour le ministre, le financement de l'UNEDIC, c'est-à-dire de l'assurance chômage. Nous le disions hier, 1 point de plus pour le taux des cotisations, 0,6% pour les entreprises, 0,4% pour les salariés. Alain Doubès qui fait le point. Les demandeurs d'emploi viennent pointer dans une agence nationale pour l'emploi comme celle-ci par exemple. Mais c'est l'UNEDIC qui verse les indemnités. Il y a en France près de 2 millions de chômeurs, mais 1 600 000 sont indemnisés par l'UNEDIC. Pour les payer, en 1982, il manquait 6,5 milliards de francs dans les caisses. Selon les prévisions, en 1983, il manquera de 6 à 7 milliards de francs. Aujourd'hui, les 6,5 milliards de 1982, tout porte à croire que l'État les prendra à sa charge. Le déficit prévu pour 1983, quant à lui, devait être couvert en partie par l'augmentation de 1% des prestations d'assurance chômage décidées hier. Augmentation dénoncée par le patronat. Par la suite, comment faire pour qu'il n'y ait plus de déficit de l'assurance chômage? Encore augmenter les cotisations ou bien s'organiser autrement? C'est cette dernière solution que propose le patronat qui, en attendant d'être écouté, refuse de siéger à l'UNEDIC. Maintenant, il faudra attendre septembre pour que de nouvelles négociations aient lieu. Comment André Bergeron, président de l'UNEDIC, voit-il la reprise de ces négociations? Il ne faut pas s'affoler. Certes, les représentants du patronat ont suspendu leur participation au conseil d'administration de l'UNEDIC. Mais ça ne veut pas dire pour autant que la vie va s'arrêter. Les allocations continueront à être versées normalement. Il ne faudrait naturellement pas que cette situation dure trop longtemps. Mais dans l'immédiat, je répète qu'il ne faut pas s'affoler. En tout cas, pour ma part, en tant que président du conseil d'administration, je veillerai à ce que les choses se passent normalement. Légère hausse du dollar aujourd'hui, 1 centime de plus, 7 francs 63. Le taux d'inflation continue à baisser dans les pays de la communauté européenne, 8,6% pour les 12 derniers mois. La France a un taux légèrement supérieur à cette moyenne, 8,9%. Et puis cette déclaration de Jacques Delors dans le Nouvel Observateur, qui paraît demain, il écarte implicitement la création d'un nouvel impôt à grand rendement en assurant qu'il n'y a plus de gisement à haute productivité fiscale, a-t-il dit. Enfin, ce lourd dossier de la sidérurgie. Vous savez que l'Europe produit plus d'acier qu'elle ne parvient à en vendre. La communauté européenne a donc rendu aujourd'hui son verdict. D'ici 85, l'Europe devra fabriquer 26 millions de tonnes d'acier en moins, 5 millions pour la seule France. Alors, première question, bien sûr, que vont devenir les travailleurs lorrains pour la plupart? La réponse après enquête de Guy Schwartz et Robert Rosier. Ces images de désolation, ce sont les vestiges de ce qui fut, il y a 12 ans à peine, un des hauts lieux de la sidérurgie lorraine. Dans la commune de Mécourt, le chômage atteint le taux record de 15% de la population active. La gauche est arrivée au pouvoir trop tard pour nous, mais nous aurions souhaité, par exemple, que le train fer marchand, qui est ici et qui est encore en activité, puisse continuer, puisque l'argument donné pour fermer au mois de septembre, c'est une perte du point de vue recette, alors qu'en ajoutant le coût social des suppressions d'emplois qui dépasse 2 milliards 100 millions de centimes, je pense qu'on aurait pu le maintenir en activité et autour greffer d'autres industries de transformation. Certes, les ouvriers dans la force de l'âge seront reclassés ailleurs, mais l'angoisse, elle les tenaille quand même au ventre. Le plus dur, c'est de changer d'usine. Parce que se refaire au travail et tout ça, c'est le plus dur. Changer de copain. Vous avez peur? Oui, assez, oui. Vous avez peur de quoi? Peur de ne pas être à la hauteur, c'est ça. Peur de ne pas arriver dans son travail. Dans son malheur, Michel Bastien a de la chance. Il va être muté dans une usine moderne. Une usine comme celle que Sassilor s'efforce de développer pour rester compétitif, mais qui implique encore des suppressions d'emplois. Au niveau de Sassilor, le plan de démantèlement, il continue, il s'accélère. C'est-à-dire que les objectifs qui avaient été fixés pour 1986
vont se réaliser en 1983. Donc on constate une chose, c'est que les promesses qui ont été faites, pour le moment elles ne sont pas tenues, les investissements ils ne viennent pas, mais on continue et on accélère en définitive le processus de démantèlement et de diminution d'effectifs au sein du groupe Sasilo par rapport aux produits. Il est certain que ces investissements posent des problèmes donc de ressources financières, mais l'État a la nécessité, je dirais, de terminer les investissements qui ont été faits de façon à ce que cet ensemble devienne un ensemble cohérent, performant et rentable. Et une des conditions du redressement de la division des produits longs, c'est précisément de disposer des outils de laminage qui lui sont nécessaires. Les produits longs, ce sont, par exemple, par opposition au tôle, des poutrelles ou des rails, c'est-à-dire justement des produits pour lesquels Bruxelles demande une réduction de production d'1 million de tonnes en France. Autrement dit, cet atelier qui fabrique les rails du TGV sera obligatoirement condamné à partir du moment où, pour 1 milliard de francs, sera construit ici, sur cet emplacement, un outil encore plus performant. Tel sera peut-être le minimum à payer pour préserver l'avenir de la sidérurgie française. Et la Commission européenne estime que 100 000 emplois disparaîtront d'ici 1985. Politique avalanche de sondages dans le quotidien de Paris de demain, le Nouvel Observateur, Paris Match, l'Express et le Figaro Magazine. Je ne puis entrer dans le détail, mais tous sont défavorables au pouvoir en place. Mais certains sont tout de même assez contradictoires, les courbes étant très fluctuantes en hausse ou en baisse. Nous y reviendrons. L'UDF présentera sa propre liste aux élections européennes en juin prochain, rejetant ainsi officiellement la proposition du RPR d'une liste commune. Mais Jean Le Canuet propose toutefois à Jacques Chirac un accord sur des propositions communes et même la création d'un intergroupe au Parlement européen. Réaction de Bernard Pons pour le RPR, il prend acte, mais regrette. Et puis, à l'Assemblée nationale, le bureau a jugé irrecevable la demande du RPR de traduction en haute cour de justice de Charles Fitterman et Jacques Ralit, parce qu'un élu du Maine-et-Loire avait signé 2 fois. Le RPR qui juge cette décision scandaleuse. Vif débat dans l'hémicycle tout à l'heure. Je vous rappelle que ces 2 membres du gouvernement avaient publiquement protesté contre la décision du tribunal administratif de Paris d'annuler les élections municipales de Villepinte, Limeil-Brévannes et Noisy-le-Grand. Ces juges ont à leur tour protesté aujourd'hui. Le syndicat de la juridiction administrative, qui regroupe la plupart d'entre eux, a observé un arrêt de travail d'1 heure ce matin, jugeant inadmissible l'attitude du gouvernement qui avait laissé passer ses critiques contre des magistrats indépendants. L'objet de cette grève est de protester contre l'absence de défense publique, officielle et solennelle des tribunaux administratifs émanant des pouvoirs publics en présence d'une campagne de dénigrement qui a mis en cause leur honneur professionnel. En aucune façon cet objet n'est politique, nous n'entendons pas mettre en difficulté le gouvernement ni exprimer une opinion politique à travers ce mouvement qui est uniquement le mouvement de magistrats qui entendent rappeler qu'ils ont un honneur professionnel à défendre. L'actualité à l'étranger maintenant. En Pologne, le syndicaliste Edmund Baluka, qui était accusé de complot contre l'État, a été condamné à 5 ans de prison ferme. Et le primat de Pologne, le cardinal Glemp, a catégoriquement démenti aujourd'hui l'idée d'une mise à l'écart de Lech Walesa, idée avancée dans un article de l'Osservatore Romano. Son auteur, le père Virgilio Levi, avait dû démissionner après sa publication. Le cardinal Glemp venait d'arriver à Rome pour y rencontrer le pape. Fin de la visite de la délégation du Soviet suprême en France. Climat toujours aussi tendu entre les 2 pays, malgré un entretien entre Pierre Mauroy et Vadim Zagladin. Puis autre visite attendue, celle du colonel Kadhafi au Maroc. C'est la première fois que le chef de la révolution libyenne se rendait chez le roi Hassan II depuis son accession au pouvoir il y a 14 ans. Enfin, à Tunis, une réunion importante pour Yasser Arafat, contestée par certains éléments de l'OLP, celle du comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine. Alors tout de suite sur place... Les Syriens disent,
On n'a pas de problème avec la résistance palestinienne, seulement avec Arafat. Arafat rétorque, bien, si c'est un problème personnel entre Hafez el-Assad et moi, pourquoi attaque-t-il les Fedaïn dans la Beka? Eh bien, tout le débat aujourd'hui à Tunis est autour de cela. Les uns disant, il faut qu'Arafat se retire pour sauver la révolution palestinienne, les autres disant, s'il se retire, la révolution, eh bien, meurt avec lui. D'autant plus qu'il est soutenu par les populations de réfugiés dans les camps, même si ce soutien n'a pas un grand poids politique dans l'état actuel des choses. Reste aussi l'aspect militaire de la situation. Est-ce qu'Arafat va réussir avec ses pairs à trouver une formule pour permettre aux Fedaïn encerclés de se retirer vers le nord du Liban pour être sauvés du massacre qu'il annonçait il y a une semaine au moment où il était expulsé de Damas? Toute la question est là, avec en plus le risque du temps qui joue, car pendant les débats, les contacts diplomatiques avec les Arabes continuent pour influencer la Syrie et on risque de voir l'action sur le terrain s'accélérer pour ne pas avoir à céder aux pressions et mettre ainsi tout le monde devant le fait accompli. Belgique, acquittement d'une quinzaine de médecins poursuivis pour avoir pratiqué l'avortement et qui avaient lancé un appel au Parlement pour qu'il modifie une législation qui date du siècle précédent. Afrique du Sud, arrivée à Johannesburg de 55 otages libérés par l'UNITA, qui les avait fait prisonniers au sud de l'Angola. Voilà plus de 3 mois que ces 17 femmes et ces 21 enfants, ces 7 Tchécoslovaques et ces 10 Portugais étaient détenus par l'UNITA. Norvège, enfin, nouvelle alerte aux sous-marins soviétiques. Pendant 24 heures, la marine norvégienne a traqué ce submersible fantôme, comme elle le fait régulièrement. Maurice Werther l'a même suivi dans ses recherches. Les Norvégiens prennent très au sérieux les incursions de sous-marins étrangers dans leur fjord. C'est dans celui-ci, le Hardanger Fjord, en réalité un ensemble, un labyrinthe de voies d'eau au bord desquelles on trouve la ville de Bergen et aussi la plus grande base navale de Norvège. C'est dans le Hardanger Fjord que s'est promené, pendant plus de 6 jours, en avril-mai dernier, un sous-marin non identifié qui a toutes les chances d'être un sous-marin soviétique. Au sérieux, mais pas au tragique. Les Norvégiens, songeant calmes et pondérés, l'amiral Hellingsson, qui dirigea à bord de la frégate Trondheim la dernière chasse aux sous-marins, préside encore une fois aux exercices que fait la flotte de façon à être prête pour la prochaine fois. En mer, à bord de la frégate, l'exercice est déjà moins théorique, car la mise à feu, si elle se fait de la même façon qu'à l'école, déclenche un tir réel. Ce sont les fameuses fusées Terne, de fabrication norvégienne, dont on assure qu'elles font merveille contre les sous-marins. En exercice, elles sont chargées à blanc, car au moment de ces manœuvres, il n'y avait pas de sous-marins suspects dans les eaux norvégiennes. La position stratégique de la Norvège est exceptionnelle. La mer est toujours libre de glace grâce au Gulf Stream sur les 2700 km de côte. 2700 km en ligne droite, car si l'on compte les fjords dans tout leur détour, on peut dire que la Norvège a 20 000 km de côte, la moitié du tour de la Terre. Et les eaux norvégiennes sont le point de passage obligé de tout navire soviétique parti de Mourmansk, allant vers l'ouest et le sud, c'est-à-dire, dans l'hypothèse d'un conflit, cherchant à couper la route à tout trafic maritime entre l'Amérique et l'Europe. Cela dit, il y a tout de même un mystère autour des visiteurs soviétiques indiscrets. Que viennent-ils chercher? Des renseignements militaires, mais ils les ont. Les cartes détaillées des fjords avec relevé des fonds sont en vente libre dans toutes les bonnes librairies. S'entraînent-ils en vue d'un conflit possible? Peut-être. Mais le risque est fort grand pour un maigre profit. Le ministre norvégien de la Défense, M. Sjastad, est catégorique. It must be a political decision designed to show the Nordic nations that we cannot hope either to avoid foreign submarines. What this really shows is the importance of all the countries among the Nordic countries to have a sufficient defense to be able to maintain the foreign and security policy line they have adopted. La flotte norvégienne est-elle au bout de ses peines? Y aura-t-il d'autres incidents? Un expert répond. Vous pensez que ça va recommencer? Oui, je le crois.
12 ans de réclusion criminelle pour l'Iranien meurtrier de sa jeune bonne. Nous en parlions avec Paul Lefebvre avant-hier. Son épouse a été condamnée à 4 ans de prison avec sursis. La mort de l'ex-jockey Jean Deforge, un ancien crack qui avait remporté toutes les grandes classiques, le prix de Diane, le Jockey Club et le prix de l'Arc de Triomphe. Jean Deforge avait 48 ans et il est mort, comme on dit pudiquement, des suites d'une longue maladie. Tous les parieurs auront une pensée pour lui. En écoutant les résultats du quartet d'aujourd'hui, il fallait jouer le 10, le 13, le 12 et le 15. Cela vous rapporte dans l'ordre plus de 56 000 francs et dans un ordre différent, près de 5 000 francs. Tennis, la défaite de la doyenne Billie Jean King, aujourd'hui à Wimbledon, battue sévèrement 6-1, 6-1. C'était la 11e fois que Billie Jean King parvenait en demi-finale de cette épreuve. Andrea Jaeger, qui a donc gagné, rencontrera en finale Martina Navratilova, qui elle aussi l'a emporté 6-1, 6-1 en une demi-heure face à la Sud-Africaine Vermaak. Adieu donc à Billie Jean King, 40 ans. Chez les juniors, le Français Franck Février s'est qualifié pour les quarts de finale. Et puis, juste un doigt d'athlétisme avec un record de France de saut en hauteur. J'espère qu'on va le revoir parce qu'il est passé très vite. Un record signé par Maryse Evange Épée, 1m91. C'est un record qui a longtemps été détenu par notre consoeur Marie-Christine de Bourse. 1m91 donc pour Maryse Evange Épée. Et puis le début du Tour de France demain avec un prologue à Fontenay-sous-Bois, un Tour de France qui s'annonce particulièrement ouvert du fait de l'absence de Bernard Hinault, bien sûr. Une bonne vingtaine de coureurs sont aujourd'hui, disons, candidats à la victoire finale et d'autres parmi le peloton vont découvrir pour la première fois le Tour de France. C'est le cas de notre chouchou ce soir, le Français Pascal Jules, un équipier de Bernard Hinault. À 21 ans, Pascal Jules n'est pas un inconnu. Il est au contraire un des espoirs du cyclisme français. Équipier de Bernard Hinault, il prend cette année le départ du Tour de France pour la première fois de sa carrière. C'est un véritable rêve d'enfance qu'il réalise. Maintenant, je me retrouve au pied du mur et je me retrouve comme celui qui doit faire un Tour de France complet. Et là, ça va changer, ça va être un autre problème. Pour moi surtout parce que je sais pas comment je vais finir. On part, on sait comment on part, on sait pas comment on arrive. C'est avec soin que Pascal Jules a rangé ses affaires et bouclé sa valise. Car le Tour de France, c'est une affaire sérieuse, une compétition importante qui peut rapporter gros. Un garçon qui réussit un beau tour, en général, vit à peu près 2 ans sur son tour et c'est sûr qu'il y a des gars qui jouent le coup de poker sur le Tour de France et leur carrière cycliste sur le Tour de France. Combien ça rapporte? Ça dépend des équipes. Il y a des équipes qui repartent chez eux avec autant d'argent que quand ils sont partis, c'est-à-dire rien du tout. Et il y en a d'autres, une équipe comme Renault qui gagne tous les ans, je sais pas combien ça peut rapporter, mais ça rapporte bien, ça rapporte peut-être 400 000, 500 000 francs, c'est-à-dire 4 à 5 millions à francs. Être l'épouse d'un coureur cycliste, ce n'est pas drôle tous les jours. Surtout quand, pendant le Tour de France, on attend un heureux événement, un petit Jules. Pascal est parti dans l'idée de revenir, il aura un bébé, bon, chacun son boulot. Et au contraire, je suis contente. Pour son premier tour, Pascal Jules aimerait gagner une étape, et si possible, celle des Champs-Élysées, pour fêter la naissance de son enfant. Alors bonne chance au petit Jules et au grand Jules. Brigitte Simonetta, le temps pour demain. Oui, bien nous avons toujours affaire à une barrière de nuages, elle descend petit à petit, ce qui fait que les personnes qui partiront demain du nord au sud la suivront et même la rejoindront, alors prudence sur les routes. Regardez la photo satellite, ces nuages se déplacent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ils toucheront la Méditerranée et la Corse demain en fin de soirée. Cela dit, je vous rassure tout de suite, ils s'évacueront assez rapidement. Ce qui nous donne comme tendance, et nous allons le voir avec la carte, des Alpes aux Pyrénées, donc ces nuages avec des pluies intermittentes et même des orages prévus sur les Alpes du
du Nord. Partout ailleurs, ça n'est pas encore vraiment du beau temps, cela viendra, mais pour l'instant cela reste variable, avec même encore un ciel très couvert et des pluies sur la Manche et la mer du Nord. Les températures, elles resteront stationnaires, allant de 17 degrés sur Cherbourg à 27 degrés sur Nîmes. Demain, vendredi 1er juillet, le soleil se lèvera à 5h53 et se couchera à 21h56. Ce sera la fête des Thierry. Ce sera aussi le grand départ. Alors je crois qu'il faut encore donner les conseils de bison futé. Dans la mesure du possible, évitez de partir demain entre 6h et 9h du matin et 15h et 21h. Pour samedi, entre 3h du matin et midi. Et pour dimanche, entre 3h et 9h du matin. Voilà, et pour vous dire tout ça, j'ai pris à peu près une seconde de plus. Eh oui, absolument, parce que Brigitte sait qu'en effet, la dernière minute de la journée d'aujourd'hui aura 61 secondes, effectivement, une seconde de plus pour tenir compte des irrégularités de la rotation de la Terre autour de son axe. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à Philippe Arroir de vous tenir compagnie vendredi, samedi et dimanche. J'aurai le plaisir de vous retrouver lundi. Et c'est Hervé Claude qui, bien sûr, vous présentera le journal ce soir à 23h15. Bonne soirée à tous.